travail moi, que je viens de publier, qui est un travail très simple et pédagogique en fait, de vulgarisation sur la question des algorithmes, et notamment des algorithmes du web, et finalement essayer de proposer, mais vraiment sous forme d'un questionnement ouvert à la discussion, parce qu'à vrai dire, je n'y ai pas réfléchi, mais je trouve que c'est un sujet sur lequel il faudrait que nous réfléchissions tous, et je pense que vous êtes sans doute l'une des meilleures communautés pour adresser ma question, en fait, voilà, ma question qui est que, il me semble, pour des raisons à la fois scientifiques et on pourrait dire presque citoyennes ou politiques, hein, nécessaire de montrer les calculs. Et que le sujet, moi, qui m'intéresse, c'est principalement le fait qu'aujourd'hui, la plupart de nos navigations numériques, je reste là-dessus pour ne pas élargir à Big Data, mais en fait c'est Big Data dans son ensemble, le classement de l'information qui était fait autrefois par des gatekeepers humains, des journalistes, des éditeurs, enfin ceux qui décidaient de nous montrer des choses, de nous cacher d'autres choses, est confié à des calculateurs, et que même si ce chiffre est improbable et faux, puisqu'on ne sait pas mesurer la taille du web, on sait que nos navigations en fait, se réduisent à une portion absolument infime du web en raison des artefacts techniques et notamment calculatoires qui nous ont guidés vers tel ou tel contenu. Donc, mon mot d'ordre, je vais très vite parce que je voudrais entrer dans mes questions. Mon mot d'ordre, c'est qu'il me semble important, pour plein de raisons, d'entrer dans les calculs sans être, et ce que je ne suis vraiment pas, informaticien, mathématicien, statisticien, mais qu'il y a finalement une sorte de débat aujourd'hui assez classique dans le monde du design de l'information, qui peut dire on a en fait deux types de public, un public qui veut que ce soit presse-bouton, simple, fluide, élégant, immédiat, et puis un public qui veut aussi savoir pourquoi justement ces calculateurs ont produit tel ou tel type d'ordre de classement de l'information, sans nécessairement comprendre les logiques statistiques qui sont derrière, mais qui a du coup un enjeu très très fort sur la question des algorithmes, et sur la question aussi d'une sorte de division du travail qui s'opère. Alors avec le renforcement des spécialisations et des segmentations professionnelles, aujourd'hui on est en plein dans un univers dans lequel on confie finalement à d'autres le soin de produire des calculs sur les données sans n'avoir plus aucune prise compréhensible sur les opérations qu'ils ont fait faire à leurs calculateurs, puisqu'évidemment les calculateurs ne font pas grand-chose tout seuls, encore que on va voir tout à l'heure, pas nécessairement, et qu'il est nécessaire de les comprendre. Alors, je vais vous faire, mais alors ça va être très très rapide pour rentrer dans ma question de visualisation, un tout petit topo sur moi. L'idée que je défends, c'est que face à la question du calcul informatique aujourd'hui, et notamment des algorithmes, qui est devenu une sorte de mot un petit peu valise, hyper présent maintenant désormais dans fraction de l'espace public, et vis-à-vis desquels on développe des attitudes soit d'acceptation heureuse et merveilleuse, les prophètes des big data sont beaucoup dans cet état d'esprit, soit d'hostilité absolue parce que c'est la raison calculatoire qui vient nous aliéner, nous calculer, enfin tout ce topos qui depuis Heidegger, en passant par Jacques Ellul, se poursuit aujourd'hui dans l'idée qu'il y aurait le calcul, et je dis bien le calcul, qui serait là pour nous contraindre. Bon, alors moi je suis dans une position beaucoup plus intermédiaire, très liée à toute l'approche de sociologie des sciences et des techniques, c'est qu'il faut arriver à comprendre ce que font les calculs. Et ce que font les calculs, c'est de mettre en forme des mondes. C'est de dessiner des ordres qui ont des principes. Et ces principes, ils sont à la fois dans le calculateur et surtout dans les intentions de ceux qui les programment, ou qui confient au calcul le soin de fabriquer, d'urbaniser des mondes qui ont des logiques propres. Alors, ce que je fais dans le premier chapitre de l'ouvrage, je vais vous résumer en 5 minutes un truc qui mériterait, pour être clair, d'être détaillé, c'est d'essayer d'abord de faire éclater l'idée du calculateur, hein, et de dire que précisément il peut faire des mondes différents. Et que le choix de ces algorithmes, le choix de ces calculateurs produit en fait des univers de représentation de la société qui sont extrêmement différents. Et pour le faire, j'emploie une métaphore très imprécise, même très fausse, on pourrait dire, mais qui au moins permet d'illustrer cette chose, c'est d'isoler 4 familles de calculs. En fait, il y en aurait beaucoup plus, j'essaierai d'en dire un mot après, en fonction de la place qu'occupe le calculateur par rapport aux données. C'est évidemment métaphorique, donc on a des données, et puis si on place le calculateur à côté, on a toute une famille qui est venue dans le monde numérique, calculée à côté des données du web,
et produire des ordres, notamment à partir des métriques traditionnelles de l'espace public, que sont les mesures d'audience, hein, en comptant le nombre de vues, et du coup en mesurant un monde qui est le monde de la popularité, c'est-à-dire qu'elle désigne à tous les objets qui ont fait l'attention du plus grand nombre. Et le plus grand nombre, ce sont des gens qui ont voté en cliquant. Et l'enregistrement de ces clics permet de hiérarchiser et d'informatiser un monde. Et donc on produit une forme de monde social qui est très liée aux médias traditionnels, notamment à la télévision, à la radio, hein, qui s'est toujours mesuré sur ce critère-là, qui a toujours dessiné un monde organisé sur la question de la popularité et qu'il a toujours vendu au marché publicitaire pour définir le prix des baignets. Alors, il y a un deuxième monde qui est apparu avec le monde numérique, auquel moi je suis très attentif, j'ai beaucoup étudié et travaillé, qui est de placer le calculateur au-dessus du web. Et quand on le place au-dessus du web, c'est la grande, on pourrait dire, c'est la grande utopie politique qui a accompagné l'esprit des pionniers, et pour mesurer, non pas la popularité, mais l'autorité des informations. Et cette autorité, elle a été designée, on pourrait dire, par le PageRank de Sergey Brin et Larry Page et de Google, qui est de considérer que l'information qui devait être vue de tous était l'information qui avait fait l'objet du plus de votes de la part de gens qui eux-mêmes avaient reçu plus de votes. Donc c'est pas démocratique, c'est méritocratique, fondamentalement méritocratique. Ce sont des gens qui sont eux-mêmes reconnus par le web, qui vont, par leur lien hypertexte, décider quelles sont les informations qu'on peut voir. Alors c'est une immense construction intellectuelle et statistique, hein, qui s'appuie sur à la fois la loi des grands nombres, le théorème du jury de Condorcet, le théorème de la diversité de Scott Page, qui fait que l'approximation de la qualité par ce système-là, système que d'ailleurs nous, chercheurs, nous connaissons bien, parce qu'il est en fait directement inspiré de Jane Garfield et du Science Citation Index, donc des logiques d'évaluation des chercheurs par le fait que leur article a été cité par des gens qui ont eux-mêmes été beaucoup cités, etc., a abouti à produire un monde qui est le monde que moi j'appelle de l'autorité, mais que Google appelle de l'autorité, hein, c'est-à-dire qu'il y a des sites qui ont plus d'autorité que d'autres. Et que c'est cela qu'on doit désigner aux autres. Et cette autorité n'est pas la popularité, même si, sur la première page, un mot-clé très utilisé, il est évident que la popularité et l'autorité se confondent, parce que le site étant beaucoup cité par des gens qui sont eux-mêmes beaucoup cités, il est aussi beaucoup cliqué par énormément de public. Mais c'est, dans son principe, le monde que veut le calculateur obéit à un principe et à une loi qui est assez différente. Ma troisième famille, c'est l'idée que avec le web social, est arrivé un monde qui a cherché à démocratiser le monde hyper aristocratique de l'autorité, en mettant des compteurs partout. Et ces compteurs, en les mettant dans le web social, en le mettant dans les données, l'idée que le calcul vient dans les données, à travers le nombre d'amis, à travers le nombre de retweets, à travers tous ces boutons du web social, dans lequel l'individu voit les effets de ses propres actions sur le web, sur les compteurs qui enregistrent sa réputation. Et donc la valeur qui est mesurée, la société qui est mesurée, qui est derrière, c'est pas celle de la popularité, c'est pas celle de l'autorité, mais c'est celle de la réputation. Une réputation qui est éclatée, qui est complètement décentralisée et qui invite à donner à chacun une forme de notoriété locale, hyper locale, en fonction du réseau d'affinités qu'il a constitué dans son réseau social. Alors je vais très vite parce que la famille sur laquelle je voulais m'interroger et vous adresser mes questions, c'est la dernière, c'est celle qui est en train d'envahir les calculateurs du web aujourd'hui, c'est de mettre le calculateur non pas à côté, au-dessus ou dans le web, mais c'est de le mettre en dessous et de capturer des traces. Et les traces, ce n'est pas simplement des clics, c'est des suites du clic associées à un identifiant qu'on va appeler un individu ou un internaute, afin de personnaliser les données et afin de produire un monde qui ne s'adresse plus à la globalité et à la totalité des internautes, comme le proposait le monde de la popularité ou de l'autorité, mais qui cherche en fait à dire à l'individu lui-même et à lui seul, en fait, quelles sont les actions possibles qu'il pourrait conduire en lui prédisant un possible devenir d'une action, en fonction cependant des traces d'action d'autres personnes qui ont été comparées. Alors, je ne détaille pas plus, c'est dans le bouquin, mais voilà l'idée que moi que ça me suggère. C'est d'abord l'importance, c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant d'associer urbanisme en fait et algorithme. C'est une métaphore que j'ai aussi toujours en tête, c'est l'idée que finalement, l'air de rien, l'espace, l'architecture de nos villes, de nos vies quotidiennes, est entièrement construite par des choix dont on pourrait dire qu'il y a un algorithme. Alors souvent il est humain, souvent c'est des systèmes de réseaux d'intérêt, etc., qui organisent l'espace, qui organisent nos trajectoires, qui organisent nos mobilités, qui organisent les signalisations de déplacement, mais qui organisent le fait que
tel cinéma va afficher tel film plutôt que tel autre film. Il y a derrière un principe de tri et de sélection qui ressemble beaucoup à ce que l'on fait quand on navigue sur le web, qui fait que dans une librairie, en fonction des intérêts commerciaux que chaque libraire a avec les éditeurs, et sans doute aussi de ses propres goûts pour les éditeurs les plus indépendants, il va mettre les livres soit sur la table, soit dans les rayonnages, qui a une efficacité absolument semblable à l'efficacité de la première et de la 10e page d'un mot-clé sur Google. Donc en fait, nos vies sont déjà organisées par des calculs sous-jacents, qui sont très présents, qu'on connaît plus ou moins, hein, avec lesquels on a finalement une familiarité difficile et incertaine. Mais que du coup, dans l'urbanisation des mondes numériques, le fait que nous voyons certaines informations et pas d'autres, qu'elles sont organisées de telle manière ou de telle autre, que nos navigations ont été dirigées de telle façon plutôt que de telle autre, devient un enjeu très très crucial, parce qu'il y a actuellement, alors toutes les enquêtes là, confortent, les internautes sont subtils, les usages sont toujours plus malins que ce qu'imaginent les concepteurs, les critiques, etc. Mais il y a au moins un point dur sur lequel la littératie critique des internautes n'est pas faite, c'est sur les calculs. Je n'ai pas fait l'exercice avec vous pour vous demander comment le PageRank, Google classait l'information, mais généralement quand on pose la question, c'est toujours l'audience, la popularité qui revient de façon très forte. Alors moi, mon souci, c'est effectivement de se demander qu'est-ce que pourraient être des solutions à la fois techniques et politiques, parce qu'il est évidemment que la question d'une critique des opérateurs de calcul est centrale dans cette affaire, qui nous aiderait à montrer les calculs aux internautes. Alors, ce n'est pas tellement de montrer les données, je sais qu'il y a toute une expérience sur la data expérience, etc., de montrer les flux, de rendre sensible à chaque internaute le fait qu'en fait, il est en train de transmettre, de recevoir, d'être au cœur, traversé par des circulations de données. Mais c'est de montrer ce que font les calculs. Alors évidemment, de montrer ce que font les calculs, c'est un enjeu très compliqué, parce qu'ils font des choses peu représentables, extrêmement sophistiquées, je vais insister là-dessus dans la suite de l'exposé précédent, qui semblent absolument hors de toute intelligence pour un internaute ordinaire dans cette affaire. Alors, ça a une importance, me semble-t-il, sensible, d'abord pour une question qui est celle de la loyauté de ces calculs. C'est-à-dire qu'un des enjeux forts qui montent aujourd'hui autour du web, c'est que, d'une certaine manière, les plateformes fabriquent des calculs sur les données en donnant quand même à l'utilisateur, en tout cas pour les meilleures d'entre elles, une représentation du type de projet ou d'intention qui pourrait être déposé dans l'artefact calculatoire vis-à-vis du service qui est rendu à l'utilisateur. Quand Amazon dit mes recommandations de livres sont les livres qui ont été lus par les gens qui ont acheté les mêmes livres que vous, bon, là c'est l'endroit précis où un calculateur arrive à dire dans une phrase compréhensible ce qu'il est normalement en train de faire. La question centrale de la loyauté n'est pas celle de la neutralité qui a souvent été posée de façon un peu naïve vis-à-vis des algorithmes. Un algorithme ne doit pas être neutre. C'est justement, on lui demande précisément de produire un ordre, de dessiner un monde. Mais en revanche, on devrait lui demander d'être loyal. Et c'est, semble-t-il, un thème assez essentiel. C'est-à-dire de bien faire exactement, de faire approximativement, parce que exactement, hors de question, approximativement ce qu'il prétend faire à l'utilisateur. Or, il y a un soupçon massif sur le fait que certains algorithmes ne sont pas loyaux, c'est-à-dire qu'ils disent à l'utilisateur, il y a un procès contre Google à l'Europe, bon, procès un petit peu forcé sur certains aspects, mais qui n'est pas entièrement faux, qui n'est pas complètement faux en fait, même s'il ne faut pas être paranoïaque sur la question, sur le fait que Google privilégie ses propres services, alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'autorité par rapport à d'autres sur le web. C'est notamment le cas pour tous les classements de Google Shopping, restaurants, etc., sur lesquels il est quasiment sûr maintenant que Google n'est pas loyal dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il ne met pas en tête les sites qui ont le plus d'autorité, mais les sites qui sont liés à ses propres réseaux verticaux de e-commerce. Amazon nous dit, je vous propose des livres qui ont été lus par ceux qui ont acheté les mêmes livres que vous, mais si Amazon a un contrat avec un éditeur et qu'il veut placer des livres qui n'ont pas du tout été lus par les gens qui ont lu les mêmes livres que vous, mais parce qu'il doit les placer, on ne le sait pas et on n'a pas de moyen de le mesurer. Donc c'est cette question de la loyauté qui, à mon avis, est au cœur de l'idée qu'il faut entrer dans les calculs, alors pour en faire une critique. Mais, quand moi je soutiens cet argument, on me rétorque rapidement que la nouvelle famille de calcul, qui est celle la
mesures par en dessous, que j'ai évoquées tout à l'heure, on ne peut plus entrer dans les algorithmes parce que personne n'y comprend plus rien. Alors je voudrais insister là-dessus parce que les 3 premières familles, c'est vrai, font des additions ou font un calcul selon des bases de règles. Hein, et le fait qu'elles le fassent en fonction de bases de règles rend la chose au moins compréhensible par ceux qui ont une familiarité logique avec les systèmes computationnels de règles qui sont des règles symboliques. Ça n'est plus nécessairement le cas dans la 4e famille qui sont des techniques de calcul qui sont à la fois, je suis très d'accord, force brute, hein, donc extrêmement brutales sur les données, extrêmement basiques. Mais en revanche, moi je serais plus position légèrement délicate sur le fait que la plupart du temps, effectivement, elles ne donnent rien. Mais enfin, il y a quand même des endroits où ça donne, et il y a des endroits très précis où ça donne, parce que pour des raisons que je ne vais pas rentrer, mais en grande partie parce qu'elles aspirent un signal que rend l'utilisateur à l'algorithme qui permet d'apprendre. Et donc dans ces techniques d'apprentissage, il y a là aussi, alors on pourrait décomposer, je ne vais pas vous faire la chose, puis ça deviendrait compliqué, des familles d'algorithmes, 4, 5, hein, qui sont des familles qui sont liées aux nouvelles techniques d'apprentissage et de machine learning. Et elles jouent aujourd'hui un débat qui me semble assez intéressant et intriguant, et vis-à-vis duquel moi je n'ai pas du tout de position. C'est que d'une certaine manière, il y a des familles de machine learning qui, alors peut-être dire qu'est-ce que c'est que l'apprentissage machine, j'imagine que vous savez à peu près, mais je redis, hein, on prend un énorme corpus de données, on va sur ce corpus de données avoir une partie de nos données qui sont échantillonnées, c'est-à-dire qu'on sait le résultat qu'on souhaite avoir à la fin du calcul. Et donc on est dans ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé, qui est en gros, hein, pour l'instant ce qu'on sait faire, le non supervisé reste encore en grande partie un mythe d'informaticien. Donc sur cette partie de l'échantillon, prenons des photos, et puis sur ces photos on sait qu'il y a, on a 100 000 photos, puis on a 10 000 photos, on sait que c'est des tulipes. On va prendre ces 10 000, puis on va les couper en deux, et on va prendre 5 000 photos avec tulipes. Et sur ces 5 000 photos avec tulipes, on va développer un modèle permettant d'apprendre à reconnaître les tulipes dans les photos. Comme on sait qu'il y a des tulipes, on sait la réponse, donc le modèle va progressivement essayer de dégager des patterns de forme qui sont liés au fait qu'il y a des règles de composition qui font que ces photos sont bien des tulipes. Puis ensuite, on va tester ce modèle sur les 5000 photos où on sait aussi que c'est des tulipes mais qu'on a gardé de côté pour éviter un problème central de machine learning qu'on appelle l'overfitting, c'est-à-dire développer un modèle trop précis et qui du coup perd la variance sur les données dont on ne connaît pas le résultat. Et puis si le modèle est bon sur l'échantillon de test, on va le faire passer sur 90 000 autres photos où on ne sait pas ce qu'il y a dessus. Et le modèle va détecter éventuellement les tulipes qui sont présentes sur ces photos. Bon, ça, c'est des techniques qui, sur l'image, sont en train de faire des progrès considérables. Hein. C'est un truc qui marche, voilà, qui est très, pas compliqué statistiquement, encore qu'il y ait eu des progrès majeurs dans le domaine statistique sur la question, mais qui est très compliqué en termes de volume de calcul, en fait. Hein. C'est en partie des machines qui sont en train de rendre possible des équations et des types de calculs qui sont apparus, en l'occurrence, dans les années années 60 et développé années 80, le perceptron, qui est le système des neurones qui est utilisé pour le deep learning des images, a été inventé en 59. Alors, j'insiste là-dessus parce que dans ces techniques de learning, il y a des familles différentes. Et il y a des familles qui proposent des règles. Hein, et d'une certaine manière, la dite intelligence artificielle des algorithmes des versions années 80, c'est un modèle de l'intelligence artificielle qui s'est écrasé contre le mur, hein, qui a été abandonné, qui a raté. Voilà, hein, c'est vraiment ce qui invite au plus grand scepticisme sur les discours qui sont tenus aujourd'hui sur la fameuse dite intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, partie dans les années 60 puis jusque dans les années 80-90, était symbolique. C'est-à-dire qu'on proposait au calculateur d'intégrer des règles qu'on avait codées. Hein, et la plupart de ces règles étaient des règles intelligibles parce qu'elles étaient symboliques. On essayait en fait de transformer le calculateur en une immense machine mémoire à règles extrêmement sophistiquées avec des niveaux de couches, des ontologies, des syntaxes, etc. pour que la machine reproduise, dans ses raffinements les plus extrêmes, le fonctionnement du raisonnement humain. Et elles étaient symboliques, et une partie des algorithmes actuels de méthodes d'apprentissage sont toujours symboliques. Hein, et notamment ce qu'on appelle les arbres de décision, qui est une des grandes familles qui marche très bien, hein, très efficace. Un arbre de décision, en fait, va décomposer les données
et puis essayer ensuite de faire des chaînes hein, qu'on peut lire comme étant des règles symboliques et donc on peut interpréter. Hein, même si parfois les associations de dépendance entre des variables peuvent devenir si fines, si improbables, si peu logiques à notre esprit qu'on se demande si ce n'est pas des erreurs dans les données qui font qu'on a associé ensemble des choses très différentes. Donc la nouveauté, ce n'est pas tellement qu'on ne puisse pas comprendre les règles de calcul, on peut les comprendre, bon, il faut des fois se prendre un peu la tête, c'est qu'effectivement on a perdu dans notre forme de raisonnement compréhensif, on a perdu l'intelligibilité de ces choses-là parce que le raisonnement n'est plus causaliste. Hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'en partie les dépendances entre les données peuvent être assez improbables, hein, ou bien soit non vues parce qu'on ne les connaissait pas. Ce que disent beaucoup les gens des big data, c'est qu'on va découvrir des relations entre des variables qui étaient inconnues de nous. En fait, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a des variables cachées mais qui ne sont pas présentes dans les données qui font qu'on voit des dépendances entre les variables alors qu'on ne sait pas les expliquer. Mais vous avez des gens de la publicité, alors notamment c'est beaucoup utilisé pour la publicité, qui vont expliquer qu'on a des Portugais de 18-25 ans qui ont voyagé en Autriche et qui consomment de la glace à Häagen-Dazs. Bon, alors si vous avez un arbre portugais de 18-25 ans, Autriche, glace à Häagen-Dazs, c'est intelligible parce que c'est symbolique, mais c'est difficile à imaginer la causalité qu'il y a. Alors j'insiste là-dessus parce qu'une partie de ces techniques fonctionne toujours sur des règles symboliques. Contrairement à ce qui nous est parfois dit, c'est une boîte noire, on ne peut pas l'ouvrir, personne ne comprend rien dedans. Les arbres de décision, les réseaux bayésiens sont eux aussi symboliquement interprétables, ça peut devenir très compliqué. Le problème c'est que souvent on met plusieurs réseaux bayésiens, plusieurs arbres de décision ensemble pour faire des bagging, random forest. Alors dans ces cas-là, il y a plusieurs modèles en compétition, ça devient de plus en plus difficile à comprendre. Mais les nouvelles techniques qui se développent très fortement aujourd'hui, hein, qui sont celles que j'ai évoquées tout à l'heure, je peux passer très vite, mais c'est-à-dire celles qui vont prendre des traces d'un individu pour les confronter aux traces d'autres individus et lui prédire une action possible en fonction de ce que les autres ont fait mais que lui n'a pas encore fait, elles s'appuient très largement sur des techniques dites bayésiennes de statistiques. Je ne vais pas entrer dans ces détails, mais qui est en fait l'apparition d'une relation où la question de la causalité se pose moins que... Enfin, il y a toujours une dépendance à la causalité, mais ce qui devient très central, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la probabilité subjective, c'est-à-dire que dans l'incertitude sur la relation déterministe plutôt que causale, hein, causale c'est un terme qu'on n'emploie jamais un statisticien depuis toujours, hein, il n'y a pas de causalité, enfin pour un statisticien, on pourrait dire tradition inductiviste, hein, mais la probabilité est révisée par les actions qui sont menées par les individus, par la réalité de l'événement. Hein, l'événement, l'occurrence d'un événement peut transformer la probabilité, la probabilité préalable que cet événement advienne. Excusez-moi, c'est un peu compliqué. Ce que je veux dire, c'est que les deux grandes familles de machine learning qui sont en train de se développer, qui s'appelle support vector machine, hein, qui est une transformation assez radicale de système de classification plutôt, hein, qui a été redéveloppé à la suite d'un article fondamental de Vapnik dans les années 80 et de l'apparition de l'hyperplan, produisent des choses. Hein, alors là, je l'ai mis sur un truc, un plan en 2 dimensions, mais en fait, la nouveauté des supports vector machine qui sont en train de faire le forcing, c'est qu'on ajoute des dimensionnalités. Hein. La tradition, on pourrait dire, de la statistique sociale habituelle, hein, ce qu'on appelait la régression logistique, c'était d'essayer de réduire les dimensions. Hein. On essayait de faire la corrélation entre deux variables, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc tout le but était de réduire les dimensions. Vapnik est arrivé en disant non, on ne va pas réduire les dimensions, on va en rajouter une. Hein. Et toute cette apparition de l'hyperplan dans les techniques statistiques va bouleverser vraiment les techniques d'observation de dépendance entre les variables, avec des taux de satisfaction, d'efficacité qui sont souvent très faibles, mais qui sont suffisants pour la plupart de ces calculateurs. Et là, dans les supports vector machine, il n'est plus possible de comprendre ce qui se passe. Et peut-être que l'image la plus forte est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est l'exemple de l'image. Hein, c'est-à-dire que le renouveau actuel, et c'est fascinant dans l'histoire des statistiques et des calculs, hein, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Neurone étant le terme absolument inapproprié, c'est une métaphore qui aide ceux qui les fabriquent, mais qui, évidemment, ça n'a rien à voir avec les neurones
cerveau, qui est une technique qui a été inventée, donc je l'ai dit tout à l'heure, en 59, qui a été massacrée dans les années 70 par Minsky et Papert comme étant improbable, impossible et inefficace. Hein. Et du coup, tous les gens d'intelligence artificielle ont arrêté globalement les réseaux de neurones pendant 15 ans. Et les réseaux de neurones sont repartis dans les années 80 avec cette idée qu'on va mettre plusieurs couches de neurones les uns sur les autres. Et puis, il y a un algorithme qui est venu rétro-calculer ce qu'on appelle la backpropagation à l'intérieur du réseau de neurones. Alors, qu'est-ce que fait un réseau de neurones? Je vais essayer de le dire de façon très bête et très simple et sûrement très naïve s'il y a des statisticiens dans la salle qui vont m'assapler. C'est qu'il dit que la règle, cette règle symbolique dont on avait cherché tout à l'heure à la lire à travers les arbres de décision, a été complètement décentralisée en confiant l'information à des couches de neurones qu'on met les unes sur les autres et vis-à-vis desquelles les variables envoient une information qui va être pondérée et qui va sortir par un 0 et un 1. Et donc, et on met plusieurs couches comme ça, et puis l'information se modifie, on fait modifier les paramètres de l'information. Je ne rentre pas dans les détails statistiques de l'affaire, mais le propre de cette affaire, et moi ce que je crois fascinant, et je crois une sorte d'importance sociale et politique assez centrale, c'est qu'on ne peut plus la comprendre. C'est qu'on ne peut pas comprendre où est la règle, puisque la règle a été distribuée, elle a été d'une certaine manière aplatie sur les données. Hein. L'opération qui est toujours faite par le machine learning, c'est d'enlever la variable et d'aller d'enlever l'attribut et d'aller vers la variable pure. Hein. Finalement, tout ce qui était une catégorisation préalable de la variable disparaît. On essaye d'avoir la donnée pure, hein, et puis d'organiser en décentralisant complètement les calculs, qui fait que chaque neurone est dépositaire d'une toute petite règle, une toute petite portion de pattern d'information qui va ensuite se répartir plus ou moins avec toutes les autres informations disponibles. Donc cette idée est très raisonnement humain, hein, finalement d'avoir une sorte de totalité, de vue synthétique, de règles explicitables et symboliquement compréhensibles, a disparu parce qu'elle a été enfouie à l'intérieur d'un réseau de neurones qui a démembré complètement l'information et la règle d'interprétation de ce système. Alors j'insiste là-dessus parce que ceux qui les font ne comprennent pas ce que font leurs machines. Et personne ne les comprend. On peut toujours demander d'ouvrir les algorithmes. D'une certaine manière, ça ne sert pas à grand chose de savoir que c'est un réseau de neurones, parce que même celui qui le programme ne comprend pas ce que fait le système qui a produit ces règles. Alors, moi, il me semble que c'est au cœur d'un enjeu qui est très central. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est 2 minutes encore ou... Oui. Très central dans nos débats, c'est que dans l'arrivée de ces nouvelles familles de techniques, et dans l'arrivée des nouveaux calculs personnalisés sur les individus, il y a une sorte de prétention assez nouvelle, hein, et assez forte qui est de calculer la société par le bas. Hein. C'est de dire que d'une certaine manière, ce que faisaient les algorithmes symboliques, ou ce que faisaient les techniques de régression linéaire, ou ce que faisait l'analyse des données à l'ancienne, parce qu'on pourrait dire d'une certaine manière ils font de l'analyse des données, mais ce que faisait l'analyse des données à l'ancienne, c'était de représenter des informations avec des catégories et des attributs. Les informations étaient représentées par des classes, des classes qui étaient en partie des constructions sociales, politiques et humaines. Hein. Aujourd'hui, il y a toujours des classifieurs, bien sûr, il y a toujours des classes, mais ces classes, elles vont réunir des données sans qu'on puisse interpréter, sans qu'on puisse mettre de nom sur les classes d'informations qui sont agrégées, et que à une société qui se représentait, alors c'est typique, pour donner un exemple dans le monde du marketing, hein, les médias planeurs dont je vous appelle dire l'art, mais enfin en tout cas la science qui vend sur le marché, et celle de connaître les publics, hein, des femmes, des hommes, des moins de 20 ans, plutôt la province, CSC++, on va toucher tel type de revenu, on va aller vers tel type de... Voilà. Donc ces manières de décrire avec des catégories, hommes, femmes, province, etc., disparaît du calcul, puisque la trace qui devient le signal pour s'associer par des dépendances statistiques non interprétables à d'autres traces, devient le cœur de l'activité d'algorithmes qu'on appelle programmatiques, qui mettent aux enchères des bannières publicitaires qui arrivent sur les pages web, en mettant complètement de côté le média planeur et ses catégories. Et donc le mouvement qui vient, c'est cette idée que finalement on n'a plus à interpréter la société avec nos catégories de représentation, qui permettent de faire le collectif, de la solidarité, du commun, mais de chercher à travers des traces individuelles les relations qui permettent ensuite de produire les calculs. Et donc cette crise de la segmentation va vers une personnalisation de plus en plus forte, et elle va aussi vers une érosion qui a été évoquée tout à l'heure, du déterminisme, qui est un grand thème évidemment porté par ces
ces gens-là, c'est que dans des raisonnements très fortement probabilistes, en fait, la question de la dépendance entre les variables ne s'interprète plus comme une cause. Hein, sachant que la cause, c'est un débat compliqué, parce que la cause c'est aussi la croyance, enfin si on est Jungien, on va dire, la cause c'est tout simplement la croyance que nous posons sur la dépendance entre les variables, c'est jamais autre chose. Mais il me semble qu'il y a là un enjeu important, je vais m'arrêter là, qui est de se demander, bon, est-ce que ça veut dire du coup que les nouveaux algorithmes sont des boîtes noires qu'on ne peut plus comprendre et interpréter, et qu'on doit s'en remettre simplement à la capacité du calcul dans lequel, même du point de vue des chercheurs qui les fabriquent, c'est très troublant. C'est-à-dire que l'informaticien ou le mathématicien qui produit ces techniques de calcul ne cherche plus à produire une connaissance sur les données, hein, il cherche à produire des données qui efficacement calculent le résultat qu'il cherche à atteindre. C'est donc une mesure de prédiction d'efficacité qui s'est substituée à un travail de la connaissance sur les données dans ces espaces. Alors, je ne vais pas entrer dans peut-être on garde ça pour des débats ultérieurs éventuellement, mais moi ce qui me semble, c'est qu'en réalité, on nous dit que c'est une boîte noire, elle n'est jamais complètement noire. En fait, il y a des choses qu'on peut aller lire dedans, et puis surtout, il y a des choses très importantes pour une critique des calculs. Hein. C'est que tout dépend des données qu'on met en entrée, et surtout de l'objectif de la supervision qu'on donne à ces algorithmes. Et donc, il y a toujours quelque chose à connaître, il y a toujours une transparence possible, je mets des guillemets, mais une information nécessaire à la critique des calculs, c'est de savoir sur quel objectif, hein, tout à l'heure j'ai dit tulipe, hein, pour mes photos, quel est l'objectif qui a été donné à ces calculateurs, et pour l'instant ces calculateurs ont toujours des objectifs. Facebook règle sans doute, on ne sait pas, mais règle sans doute son algorithme sur le fait qu'il demande à ce qu'on reste le plus de temps possible sur Facebook. En fait, c'est le scroll, hein, de navigation sur le newsfeed et sur la page des individus, donc c'est la maximisation du temps Facebook qui va régler ensuite tous les autres paramètres par propagation arrière des choses qui vont lui être montrées sur son newsfeed. Donc connaître l'objectif qui est donné à ces algorithmes devient une chose très nécessaire. Puis il y aurait beaucoup de choses pour le design de l'information, mais là, bon, voilà, vous êtes sans doute beaucoup plus à même que moi. Moi j'ai par exemple un truc, voilà, je lance juste ça, je finis. C'est que moi je pense qu'il faudrait et ça commence à venir, hein, et je pense que le web a besoin de ça, enfin l'internet a besoin de ça, c'est de montrer ce qu'on n'a pas classé aux gens, hein, c'est-à-dire de leur dire, de faire entrer en fait les internautes dans une boucle réflexive dans laquelle ils voient leur régularité et ils voient le paysage des régularités des autres, c'est-à-dire ils se remettent eux-mêmes dans une logique de personnalisation, ils se remettent eux-mêmes dans une visualisation qui les montre dans le paysage des autres. Hein. Je suis un abonné du site du Monde, et dans les rubriques internationales, je regarde toujours les articles sur l'Afrique, mais je ne regarde jamais les articles sur l'Asie. Ben, je peux très bien faire une carte en montrant à l'internaute, voilà, tu es tout le temps en train de regarder les articles sur l'Afrique, mais il y a des articles sur l'Asie que tu ne regardes jamais. Hein. Et donc c'est finalement lui faire comprendre, enfin lui rendre visible, réflexivement, ses propres régularités comparées aux régularités des autres. Et là, il y a plein de choses à inventer dans le design de l'information. Voilà.